Hey! Aujourd'hui, on va causer MacBook Pro M1. Est-ce vraiment le futur de l'ordinateur ou est-ce juste un mauvais ordinateur? Mais d'abord, c'était quoi le problème avec les Mac Intel? Donc après plus d'un mois à en faire baver le nouveau MacBook Pro, on va voir s'il a dans le ventre. Let's go! Mais d'abord, le M1, c'est quoi? Instant auto-promo, si vous ne savez pas ce que c'est que la puce M1, la première puce Apple Silicon de Apple, je vous invite fortement à aller voir une ancienne vidéo de la chaîne qui s'affiche là. Et cette vidéo va vous faire voir comment fonctionne plus précisément ces puces Apple Silicon. Mais bon, très rapidement, la puce M1, c'est la première puce designée par Apple, qui ne fonctionne absolument pas comme tous les autres ordinateurs qui fonctionnent sous x86. Elle fonctionne sous ARM. Donc vraiment, pour voir la différence, regardez la vidéo. Mais en gros, ils ne parlent absolument pas la même langue. Et cette puce offre une approche totalement différente de l'informatique. Donc, maintenant que les bases sont posées, on peut se demander, mais pourquoi Apple change? Intel c'était bien, non? Eh bah non. Actuellement, Intel ne va pas très bien. Mais surtout, le gros problème de leur puce, et surtout de l'architecture x86 plus généralement, c'est qu'ils chauffent énormément. Car oui, les MacBooks sous Intel chauffent énormément. Personnellement, il y a quelques mois, j'avais un MacBook Pro de 2019, la version i5 1,4 GHz de base, et pouvait aller à 3,1 GHz en boost. Et punaise qui chauffait. Mais vraiment, juste en ouvrant Spotify et Chrome, c'est bon, le ventilateur démarrait. Et le processeur montait à 70-80 degrés. Donc je vous dis même pas le brancher sur un moniteur externe, c'était tout simplement impossible. Pareil pour des grosses applications, sous Final Cut Pro, ça montait presque instantanément à plus de 100 degrés, les ventilateurs à fond, c'était horrible. Ou même posé sur ses genoux ou sur un lit, avant c'était tout simplement impossible. Au bout de 30 minutes, le châssis était totalement chaud. C'était limite une brûlure au 3e degré. J'abuse un peu peut-être. Vraiment, le design actuel des MacBook Pro n'était clairement pas fait pour des processeurs Intel. Mais du coup, avec la puce M1, ça donne quoi? Bah, c'est le jour et la nuit. Vraiment, il ne chauffe pas. Il reste toujours autour des 30 degrés, ce qui n'est vraiment pas chaud pour un processeur. Et même avec 30 millions d'applications ouvertes, il ne chauffe pas. Bah, c'est surtout dû à sa gestion des applications beaucoup plus avancées que Intel. Un peu comme sur iOS, où quand vous quittez une application, elle se gèle en arrière-plan. Ne consomme aucune ressource, mais dès que vous la réouvrez, elle revient tout de suite à elle. Donc comparé aux 60-70 degrés au démarrage de Chrome pour les Mac Intel, c'est vraiment le jour et la nuit. On peut vraiment l'utiliser des heures sans qu'il chauffe. Et on peut même commencer à l'utiliser dans des endroits qu'on ne pouvait même pas imaginer avant, comme dans un lit ou sur ses genoux. Et ça, c'est tellement agréable. C'est clairement son plus gros atout avec sa puissance. Mais du coup, vous allez me dire, s'il ne chauffe pas, les ventilos ne tourne pas. Du coup, autant prendre un MacBook Air M1 qui a la même puce. Oui, mais non. Les ventilateurs sont quand même très utiles, car ça permet à la puce M1 de garder toute sa puissance pendant de longues durées, alors que le MacBook Air va sous-cadencer et baisser ses fréquences, donc avoir de moins bonnes performances. Et en plus, du coup, tout le châssis sera brûlant. Alors que là, le MacBook Pro avec son système de refroidissement, on n'entend presque pas les ventilateurs quand on fait de longues tâches. La puce M1 reste au top de ses performances, et le boîtier ne surchauffe pas. Mais du coup, parlons encore un peu plus de cette magnifique puce. Donc voilà, c'est la première puce Apple. C'est le premier processeur d'ordinateur gravé en 5 nanomètres. Du coup, ça amplifie encore plus la superbe efficacité énergétique. Donc voilà, elle est constituée de 4 cœurs basse performance, 4 cœurs haute performance. Et ça, c'est génial, parce que du coup, quand vous voulez de la patate, bah, elle peut vous en donner en activant tous les cœurs. Là, vous allez consommer forcément beaucoup plus. Mais lorsque vous naviguez simplement sur Internet, vous avez juste des cœurs basse consommation et du coup votre batterie durera très longtemps. Et ça, c'est très intelligent. Et aussi dedans, bien évidemment, il y a une pincée d'IA, ce qui est à l'heure actuelle pas encore très utilisé par les applications, mais qui a vraiment un très bon potentiel. D'ailleurs, on espère que Adobe va en profiter. Et comme c'est un SoC, il y a 8 cœurs graphiques, ce qui est l'équivalent d'une bonne petite carte graphique d'ordinateur portable, et la RAM qui est sur la puce. Et vous avez le choix entre 8 et 16 Go de RAM. Mais parlons chiffres. La puce donne quoi face à la concurrence? Bah, on voit qu'elle n'a vraiment pas à rougir face à la concurrence. Elle est juste parfaite, elle expose tout, comme vous pouvez le voir sur ces graphiques. Passons maintenant à la batterie. Mais du coup, avec toute cette puissance, la batterie doit être ridicule, non? Bah, détrompez-vous, parce qu'on se demande vraiment que c'est pas le Mac qui produit du courant. Franchement, la batterie est juste incroyable. Du coup, j'ai calculé qu'avec une utilisation très intensive du montage 4K, de l'exportation, vraiment des grosses applications, etc. Du photomontage, des grosses applications, vous perdez approximativement 10% par heure.
ce qui est vraiment très peu. Mais pour des usages plus classiques, c'est là que l'autonomie explose totalement. Voici un petit exemple qui m'a mis sur le cul. Donc batterie chargée à 100%. Je prends mon Mac pour regarder un film de 2 heures avec une luminosité de 40 à 50%. En 2 heures, je n'ai perdu que 1 seul %. Oui, c'est juste insane. 2 heures de film, ma batterie était à 99%. C'est juste fou. Mais du coup, c'est génial. C'est vraiment si ouf que ça. Oui, mais non. Il y a quand même des inconvénients. Parce que ces deux puces, Intel et Apple M1, ne fonctionnent vraiment pas pareil. Et même si Apple a très bien taffé sur macOS Big Sur pour que sur les deux systèmes ça fonctionne très bien, et aussi sur sa table de Rosetta avec Rosetta 2. En fait, Rosetta 2 vous permet d'utiliser toutes les applications faites pour Intel sur votre Mac. Et franchement, ça fonctionne extrêmement bien. Toutes vos applications peuvent se lancer. Évidemment, quand vous passez sur Rosetta, il y a une légère perte de performance, mais bon, ça reste très acceptable. Et donc c'est vraiment génial pour attendre que toutes les applications passent sous Universal, qu'ils soient compatibles avec les deux plateformes. Mais ça prend un peu de temps. Même si Apple a mis énormément de thunes sur la table pour que les plus gros développeurs fassent la transition. On pense à Adobe et Microsoft. Donc pour Adobe, les applications vont arriver courant de 2021. Mais déjà aujourd'hui, on a déjà énormément d'applications qui sont pleinement compatibles pour la puce M1. On pense du coup à Brave, Chrome, évidemment toutes les applications Apple comme Final Cut Pro, tous les logiciels professionnels, Page Number, aussi Microsoft, toute leur suite Office, Word, Excel, etc. Zoom, Telegram et plein d'autres. Par contre, Spotify ne s'est pas encore mis à jour, donc il y a un bug assez gênant, c'est quand vous mettez en veille votre Mac trop longtemps, l'app Spotify crache, ce qui est assez embêtant. Mais du coup, vous pouvez assez facilement contourner ça en téléchargeant l'application iPad de Spotify, et là, aucun souci. Et aussi pour toutes les méchantes personnes qui craquent leurs applications, ce que je ne ferai jamais, il paraît que ça fonctionne vraiment parfaitement et qu'il n'y a aucun souci à se faire pour ça. Ça fonctionne exactement comme sous Intel. Donc voilà, les apps optimisées pour Apple M1 vont arriver petit à petit cette année. Mais déjà actuellement, tout fonctionne extrêmement bien. Vraiment, tout fonctionne extrêmement bien. J'ai testé énormément d'applications et tous fonctionnaient très bien. Je n'ai aucune application qui a refusé de se lancer. Ah si, la légendaire application Al Dente. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à regarder la vidéo. Mais grossièrement, cette application est super car elle vous permet de ne pas abîmer la batterie de votre Mac. Et je vous conseille fortement, si vous avez un MacBook, d'installer cette application. Donc voilà, tout fonctionne très bien, mais vous aurez quand même quelques petits bugs. Il y en avait beaucoup au début, au mois de décembre, novembre, il y en avait énormément. Maintenant, là en février, avec la mise à jour de macOS Big Sur 11.2, il y a énormément de bugs qui sont partis et l'OS commence à devenir très stable. Voilà, on avait quelques petits bugs graphiques sur les coins, des endroits noirs, la souris qui disparaissait des fois. C'était pas des gros bugs. Bah personnellement, je n'ai pas eu de gros bugs. Parfois aussi, il fallait le redémarrer, il redémarrait pas bien. Pareil pour les écrans externes. Vraiment des petits bugs. Des fois chiants, surtout c'est qu'ils arrivent pas souvent. Mais bon, maintenant la plupart de ces bugs sont partis. D'ailleurs, j'ai eu de très gros problèmes avec Final Cut Pro car ils l'ont lancé mais il n'était pas du tout optimisé pour Apple M1. Si les performances étaient là et c'était vraiment impressionnant, bah, et même c'est encore impressionnant, mais c'était vraiment pas fluide. Mais c'était vraiment pas agréable de travailler avec. Il fallait limite tous les 20 minutes redémarrer Final Cut Pro parce qu'il y avait un problème. Soit le son coupé, soit il s'arrêtait tout seul. Il y avait plein de petits problèmes chiants. C'était vraiment limite inutilisable. Mais heureusement, Apple a vraiment presque tout corrigé et il n'y a plus vraiment trop de problèmes actuellement. Donc vraiment maintenant, Apple commence à avoir un système vraiment aussi stable que sous Intel. Et ça, c'est vraiment prometteur. Après que toutes les applications seront passées sous Universal, donc pour fonctionner sur Apple M1 et Intel. Là, je pense que la claque sera encore plus grosse. Donc pour conclure, vous le voyez bien, je déteste cet ordinateur. Non mais vous l'avez compris, j'adore vraiment cet ordinateur et j'ai vraiment l'impression de découvrir un nouveau produit. Alors que c'est physiquement le même ordinateur que celui de 2019. Je veux dire, la coque, l'écran, c'est pareil. Alors que c'est vraiment deux appareils totalement différents. En tout cas au ressenti. Oui, franchement, surtout n'achetez pas de MacBook Intel actuellement. Si vous voulez un plus grand, attendez, surtout attendez. Et sinon foncez sur celui-là, c'est vraiment une machine superbe. Voilà, même sur des très grands écrans avec une très grosse résolution, ça ne bouge pas, ça reste... c'est vraiment surpuissant. En fait, cet ordinateur, c'est vraiment un vrai MacBook. Je pense que cet ordinateur est vraiment génial. En tout cas, la puce qui est dedans, et je trouve superbe. Après, c'est sûr que sur le design, on pourrait avoir quelques améliorations. Mais ça reste vraiment un super ordinateur qui vous durera très longtemps. Et que la concurrence va très bientôt arriver sous ARM aussi. Car l'écart de performance est juste fou. Allez, j'espère que ce retour d'expérience vous a plu. Peace!